Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'incroyable histoire des Dupont de Ligonnès, une famille nantaise qui a subitement disparu le lundi 4 avril 2011. Il va raconter que ce départ n'est pas lié à une mutation professionnelle, mais à un programme de protection des témoins mis en place par le FBI. Une affaire criminelle sans précédent dans les annales judiciaires françaises, où toutes les hypothèses sont possibles. Tant qu'on n'aura pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, s'il est encore vivant, tant que lui-même n'aura pas raconté sa version, toutes les versions sont possibles. Nous sommes à Nantes, en Loire-Atlantique. Située sur les rives de la Loire, cette ancienne place forte du Moyen-Âge figure aujourd'hui parmi les villes les plus importantes de France. C'est une ville qui attire beaucoup de gens, d'abord pour y habiter, mais également pour y passer des vacances ou simplement pour la visiter. Elle est connue pour ses beautés architecturales, pour son histoire. Elle est au bord de la Loire, ce qui en fait une ville très agréable à vivre. C'est ici, plus précisément dans le quartier de Breil-Barberie, que vit la famille Dupont de Ligonnès. Dans une charmante petite maison bourgeoise, située au 55 boulevard Schumann. Il s'agit d'une famille du quartier qui est là depuis maintenant quelques années, dans un quartier plutôt assez chic. Une famille a priori sans problème, un homme, une femme, donc Xavier et Agnès, qui ont des enfants. Tout ce petit monde va à l'école, tout le monde est très très bien intégré et bien connu dans le quartier. Pourtant, le mercredi 13 avril 2011, un témoignage inattendu va plonger le quartier dans l'inquiétude. Une voisine de la famille de Ligonnès qui tient un salon de coiffure appelle la police en disant ça fait plusieurs jours que les volets de la maison familiale des Ligonnès sont fermés, c'est tout à fait inhabituel, il doit se passer quelque chose, on ne les a pas vus depuis déjà une bonne semaine. Les policiers sont intrigués par les allégations de la commerçante et décident alors de faire quelques vérifications d'usage, en commençant par contacter l'établissement La Perverie, où sont scolarisés les deux plus jeunes enfants de la famille. Anne, 16 ans, et Benoît, 13 ans. Ils vont s'apercevoir que l'école a reçu une lettre justifiant de l'absence à venir des enfants, donc d'Anne et Benoît, dans le cadre d'une mutation que Xavier aurait eue dans le cadre de son travail pour des raisons professionnelles. Il aurait été amené à partir en Australie avec femme et enfants. L'information est surprenante, mais plausible. Les policiers prennent alors contact avec l'école catholique Blanche de Castille, où travaille Agnès. Par téléphone, le directeur leur raconte l'absence soudaine de son employé depuis maintenant 10 jours. Le 4 avril 2011, la personne qui répond au téléphone au secrétariat reçoit un coup de fil qui dit mon épouse est malade, elle ne pourra pas venir aujourd'hui et sans doute pas demain. Cet appel étonne le directeur de l'établissement. Mais dans les jours qui suivent, un fait bien plus étrange va l'inquiéter davantage. Il y a un courrier qui vient dire que, en fait, elle ne viendra plus
elle démissionne, elle ne fera rien, elle ne demandera pas d'indemnité, elle s'en va, elle suit son mari en Australie. Le directeur, étant surpris par cette lettre, va tenter de joindre Agnès, va tenter de l'appeler sur son portable, tenter de savoir ce qui se passe, parce que lui s'inquiète quand même de ce départ et de cette absence. Mais en vain, Agnès ne donnera aucune réponse à ses appels. Dans les 10 premiers jours, finalement, de ce mois d'avril, rien n'est inquiétant. Il est très possible qu'il y ait eu, le marché du travail est ce qu'il est, la mobilité existe aujourd'hui de plus en plus. Il n'est pas absolument impossible que quelqu'un ait une mutation, qu'elle se fasse dans les quelques jours, et puis que voilà, tout le monde décide de partir. Alors, où sont réellement passés les Dupont de Ligonnès? Pour quelles raisons Xavier et Agnès ont-ils quitté précipitamment la ville avec leurs 4 enfants? Que se cache-t-il dans l'histoire de cette famille nantaise? À Nantes, la famille Dupont de Ligonnès n'a plus donné signe de vie depuis 10 jours. Les officiers de la police municipale nantaise décident donc de se rendre au 55 boulevard Schumann pour inspecter les lieux. Ils entrent dans cette maison, tout est calme, les meubles sont encore là, mais on sent quand même, lorsqu'ils vont voir un petit peu à l'intérieur des chambres, de la salle à manger, du salon, qu'il y a quand même des objets qui sont partis, il y a des vêtements qui ne sont plus là, des objets personnels. Dans la cuisine, la vaisselle est rangée et le frigidaire a été vidé. Mais un détail intrigue les policiers. La clé de la cave est posée sur une table. Après vérification, dans la cave, les policiers ne trouvent rien de particulier. Ce qui les frappe, c'est que cette histoire qu'on leur a racontée, qui était dans le courrier d'un départ à l'étranger, a l'air assez crédible en vérité. Sans plus d'indices, les policiers s'intéressent alors à l'histoire de la famille Dupont de Ligonnès. Agnès et Xavier sont originaires de Versailles. C'est une ville où il y a une bonne société. C'est une ville assez bourgeoise, où il y a un certain regroupement, si on peut dire, de familles aristocratiques aussi. Donc cette famille Dupont de Ligonnès est honorablement connue à Versailles et assez intégrée dans le milieu versaillais. De même qu'Agnès, elle, c'est plus une famille de l'entreprise, c'est plus une famille bourgeoise. Adolescents, Agnès et Xavier passent leur scolarité au lycée privé catholique Notre-Dame de Grandchamp. C'est ici qu'ils se rencontrent et qu'une idylle voit le jour. Seulement, à l'été 80, Xavier quitte Agnès pour une jeune Allemande, Claudia, qu'il rencontre sur une plage corse. Agnès va être très marquée par cette séparation et elle va se rassurer ou en tout cas se consoler dans les bras d'un autre homme de qui elle va tomber assez rapidement enceinte. Cet homme ne reconnaîtra jamais Arthur, né le 7 juillet 1990. Une situation qui va salir la réputation d'Agnès, issue d'un milieu très catholique. Malgré les commérages, Xavier, de retour à Versailles après un long séjour aux États-Unis, retrouve son amour de jeunesse et l'épouse. Après leur mariage, Xavier va tout d'abord adopter le fils d'Agnès, Arthur, qu'il va considérer dès ce moment-là comme son propre fils. Puis ensuite, ils vont avoir eux-mêmes 3 enfants. À 50 ans, Xavier a de multiples activités commerciales. Sur les routes, toute la semaine, Agnès, 49 ans, élève les enfants selon les préceptes catholiques, sans pour autant se montrer rigide. La famille Dupont de Ligonnès est alors décrite par son entourage comme l'archétype de la famille traditionnelle. Arthur, le fils aîné, c'est un beau gosse, il est très entouré, il a beaucoup d'amis, il plaît beaucoup aux filles.
Et en fait, il n'est pas trop amoureux de l'école. Il a 21 ans et pour lui, il mène un peu la belle vie. Thomas, le deuxième de la fratrie, âgé de 18 ans, n'a rien à envier à son frère aîné. C'est un fou de musique. D'ailleurs, il étudie la musicologie à Angers, dans le Maine-et-Loire, là tout proche de son frère. Il fait beaucoup de guitare, il a un groupe de rock. C'est un garçon aussi très dans son temps, qui est entouré d'amis, qui organise plein de fêtes et qui est plutôt quelqu'un d'assez joyeux et assez sociable. Benoît, âgé de 13 ans, cultive lui aussi l'amour de la musique. Benoît, c'est le petit, c'est le Benjamin. C'est un garçon charmant, adorable, sans difficulté, qui a une passion lui aussi musicale, c'est la batterie. Alors il passerait bien la journée entière sur sa batterie, il faut quand même aller au collège, donc il y va. Il ramène des copains à la maison, ils font du baby-foot dans le sous-sol, il joue au foot, enfin il est assez épanoui. Quant à Anne, la seule fille de la fratrie, à 16 ans, elle est élève en première S. C'est également une étudiante très brillante, très jolie, qui a d'ailleurs déjà fait des photos, fait un petit peu de mannequinat. Ses amis disent qu'elle fait très attention à son apparence. Une adolescente finalement un peu comme toutes les autres, moderne et faisant attention à son image. À première vue, la famille Dupont de Ligonnès ne semble pas avoir de raison de quitter la région nantaise. Alors, Xavier a-t-il véritablement été muté en Australie? Et si ce départ soudain cachait en fait une réalité beaucoup plus sombre? Dans le quartier de Breil-Barbery, à Nantes, la présence des agents de police au domicile de la famille Dupont de Ligonnès ne passe pas inaperçue. Au bout de 48 heures, une amie d'Agnès et de Xavier se présente au commissariat en possession d'une lettre qu'elle a reçue. Une lettre dans laquelle Xavier explique les vraies raisons de ce départ précipité. Il va raconter que ce départ n'est pas lié à une mutation professionnelle, et de fait il est entrepreneur pour son propre compte, mais à un programme de protection des témoins mis en place par le FBI. Les policiers sont stupéfaits par le contenu du courrier. Coucou tout le monde, méga surprise, nous sommes partis en urgence aux USA dans des conditions très particulières que nous vous expliquons ci-dessous. Lorsque nous avons créé notre société à Miami, en 2003, nous avons été mis en contact avec la DEA qui cherchait un Français pouvant être infiltré dans le milieu des discothèques françaises pour collecter des informations sur les réseaux de trafic de drogue et de blanchiment d'argent. Avec les informations que j'ai collectées pendant des années, je suis devenu un témoin essentiel dans un futur procès impliquant des hauts responsables du trafic de drogue international. Xavier explique que sa famille et lui vivent aujourd'hui aux États-Unis sous une nouvelle identité, gardée secrète pour des raisons de sécurité. Mais il ne s'arrête pas là. En même temps, il donne des tâches très précises aux proches pour, en gros, si je puis dire, liquider les affaires de la famille, puisqu'elle ne pourra plus habiter la maison, payer les factures, conduire les voitures, etc. Donc il faut tout ranger, il faut tout organiser. Au total, ils seront 9 destinataires de ce courrier, tous proches de la famille, et aucun d'entre eux, ni même les policiers, n'accorde une attention particulière au post-scriptum que Xavier glisse au milieu de la lettre. Il est précisé que c'est pas la peine de s'inquiéter de ce tas de gravats et de matériel et de niches à chiens qui se trouvent sous la terrasse, côté jardin, juste à l'entrée de la cave. Et évidemment, cette précision prendra par la suite toute son importance. Pour les enquêteurs,
cette histoire paraît peu crédible. Alors, très rapidement, ils prennent contact avec Christine et Geneviève, la sœur et la mère de Xavier, représentées par l'avocat, Maître Goldenstein. Le sentiment de mes clientes, c'est, après tout, pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? Xavier, il a ses affaires, il a peut-être effectivement maille à partir avec les services des stupéfiants américains, pourquoi pas? Vous savez, parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Si les deux femmes croient les propos de Xavier, du côté de la famille d'Agnès, c'est l'incompréhension la plus totale. Il leur semble que cette histoire ne peut pas exister, que Agnès, qui a des contacts très réguliers avec ses frères, notamment avec toute sa famille, restée sur Versailles, n'aurait pas fait ça, ne serait pas partie sans donner de nouvelles. Pour eux, c'est absolument impossible une telle histoire. Devant l'inquiétude grandissante des proches d'Agnès, le lundi 18 avril 2011, la police judiciaire de Nantes est saisie du dossier et effectue une troisième visite, plus approfondie, au 55 boulevard Schumann. Ils vont notamment aller dans la cuisine, faire le tour, et puis découvrir un seau avec une serpillière. Mais ce qui va les surprendre, c'est que cette serpillière est encore très humide. Les enquêteurs sont très étonnés, car cela fait maintenant 10 jours que la famille aurait quitté la ville. Alors, comment se fait-il que la serpillière soit encore humide? Évidemment, on va essayer de faire parler, comme on dit, cette maison où on a une suspicion de mise en scène de départ. La police scientifique arrive avec un révélateur de sang. Et donc la maison est passée au Blue Star et en fait, il n'y a pas de traces de sang. Malgré ces premières analyses négatives, les enquêteurs ont le sentiment que quelque chose de terrible s'est produit au 55 boulevard Schumann. Alors que les investigations du domicile se poursuivent, la disparition inquiétante de la famille Dupont de Ligonnès devient officielle. Entre le 18 et le 20, l'affaire devient sérieuse. Elle devient sérieuse à double titre. La première, c'est que, d'une part, la famille a vraiment disparu, et d'autre part, le parquet de Nantes a donné l'information, je dirais, officielle, et naturellement, la presse s'est précipitée pour essayer de savoir ce qu'il se passait. De nombreux journalistes sont convoqués au tribunal de Nantes, car le parquet veut transmettre des photos de la famille dans le cadre d'un appel à témoins. Seulement, ce matin-là, le procureur Xavier Ronsin est en retard, et pour cause. Tout d'un coup, il voit revenir Xavier Ronsin, qui fait une mine très grave, et qui s'adresse aux journalistes en leur disant je vais faire une toute autre déclaration que celle que j'avais prévue, parce qu'on vient de retrouver dans le jardin, on vient de découvrir un corps. Les enquêteurs ont désormais la certitude qu'il ne s'agit pas d'une disparition volontaire. Tout laisse à penser qu'un terrible drame s'est produit au 55 boulevard Schumann. Alors, qu'a-t-il bien pu arriver à la famille Dupont de Ligonnès? À qui appartient le corps qui vient d'être retrouvé sous la terrasse? Xavier, Agnès et leurs 4 enfants sont-ils toujours vivants? Xavier Ronsin, il n'est plus question d'une disparition inquiétante. L'enquête bascule donc malheureusement nettement sur une qualification criminelle de séquestration et d'assassinat. Alors, que s'est-il passé au 55 boulevard Schumann? S'agit-il bien des corps d'Agnès et de ses enfants? Où est donc passé Xavier, le père de famille? Et comment un tel crime a-t-il bien pu se produire dans cette famille nantaise, en apparence, sans histoire? Au commissariat de police de Nantes, les enquêteurs doivent retrouver au plus vite
Xavier Dupont de Ligonnès, le suspect numéro 1 de ce quintuple homicide. Grâce aux relevés téléphoniques et bancaires, il commence par reconstituer l'emploi du temps exact de la famille nantaise le dimanche 3 avril 2011, date à laquelle on les aperçoit tous ensemble pour la dernière fois. Ils se rendent compte que la famille a d'abord été au cinéma, tous ensemble, excepté Thomas, qui n'était pas là, parce qu'il n'était pas sur Nantes à ce moment-là. Puis vers 20h, 20h30, ils vont aller dans un restaurant qui n'est pas loin du domicile et ils vont dîner là, en famille, papoter. La serveuse de ce restaurant sera interrogée par la police et parlera d'un dîner tout à fait ordinaire, avec une ambiance plutôt sympathique. Et puis ils s'en vont vers 22h. De retour au 55 boulevard Schumann, de nombreux échanges téléphoniques sont émis à partir des téléphones d'Agnès, Anne, Arthur et Benoît. Et parmi ces échanges, un appel de Xavier intéresse particulièrement les officiers de police. On était à Pinoche en famille et au restaurant suite au soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redis. Tu m'envoies un petit SMS avec ton appel. Je vais coucher les enfants durant sur un seconde. À tout de suite, peut-être. Un message à 22h37 d'un père de famille connu pour adorer ses enfants et être un papa poule aussi serein et gai, c'est pas le ton d'un assassin. C'est pas le ton d'un homme qui va passer dans toutes les chambres et exécuter ses enfants et son épouse. C'est pas possible. Et c'est très troublant, effectivement. Pourtant, Agnès, Anne, Benoît et Arthur ne donneront plus jamais signe de vie depuis cette nuit-là. Seul, Xavier, le père de famille, sera aperçu le lundi 4 avril en compagnie de son fils, Thomas, à Angers. Ce soir-là, ils vont aligner dans un restaurant. Les témoins vont s'en souvenir, vont raconter, là encore, des échanges très classiques entre un père et son fils. À l'exception d'un détail, c'est que le restaurateur et des témoins vont raconter qu'à un moment du repas, vers la fin, Thomas va se lever et, manifestement malade, va quitter le restaurant et son père, lui, va poursuivre son repas. Interrogé par les enquêteurs, un ami de Thomas raconte qu'une fois le repas terminé, Xavier aurait raccompagné son fils à son domicile. Mais le jeune homme ne s'arrête pas là. Selon lui, le jour suivant, Thomas aurait reçu un mystérieux SMS. Le lendemain, alors que Thomas se trouve chez cet ami, il va recevoir un texto de son père qui lui dit qui lui révèle qu'Agnès, que sa maman, a eu un accident de vélo et qu'elle est à l'hôpital. Et Xavier va demander à Thomas de venir à Nantes pour rendre visite à sa mère. L'ami qui se trouve alors avec Thomas racontera aux enquêteurs qu'il n'avait pas l'air particulièrement paniqué. Et on retrouvera là encore par la téléphonie, qu'ils se sont retrouvés, le père et le fils, à la gare de Nantes, vers 23h. Alors que l'enquête numérique se poursuit, 5 autopsies sont réalisées au centre hospitalier de Nantes. Une tâche difficile pour les médecins légistes à cause de la chaux vive utilisée par le meurtrier. Le problème, c'est que les corps sont très abîmés. Ils ont été enterrés, ils ont été placés dans un sac plastique, ils ont été recouverts de chaux, donc très abîmés. Ce qui fait que c'est très compliqué pour les médecins de pouvoir faire parler ces corps et en dire un peu plus, et notamment de donner la date exacte de la mort. Ils vont arriver à la conclusion que le crime remonte entre 10 et 20 jours, entre début avril et mi-avril en gros.
Malgré l'état de dégradation des corps, les comparaisons ADN entre les victimes et les empreintes digitales établissent formellement qu'il s'agit bien d'Agnès, Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Ce que révèle l'autopsie également, c'est que les victimes ont été toutes droguées, endormies avant d'être assassinées, toutes sauf Agnès, qui évidemment, on peut l'imaginer, puisqu'elle avait un appareil respiratoire, à partir du moment où on coupe cet appareil, suffisait à l'endormir définitivement. Mais pour certains proches de Xavier Dupont de Ligonnès, le rapport d'autopsie présenterait des anomalies. On se rend compte qu'il y a des tailles, des poids qui ne correspondent pas forcément à la famille. Donc mes clientes se disent moi je me fie à des éléments techniques et scientifiques. Techniques et scientifiques, on me dit que Agnès mesure telle taille alors qu'à la table d'autopsie elle ne mesure pas la même taille. On me dit que Arthur pèse tel poids alors qu'il ne pèse pas tel poids. Est-ce que c'est bien lui? D'après le médecin légiste Bernard Marc, ces anomalies sont courantes et ne suffisent pas à remettre en cause l'identité des victimes. Les mesures telles qu'elles sont données en post-mortem vont beaucoup dépendre de la position du corps, des rétractations et d'éléments post-mortem qui peuvent interférer. Les tailles connues des personnes sont des tailles déclaratives. Lorsqu'on fait un document d'identité, on ne va pas vous passer à une toise très spécifique, très précautionneuse pour avoir exactement votre taille. Et puis le document peut être daté et le poids du vivant et post-mortem, surtout après un délai, peut varier considérablement. Les premiers éléments de l'enquête sont formels. Agnès Dupont de Ligonnès et ses 4 enfants ont été assassinés. Une seule personne manque à l'appel, Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, où est passé le père de famille? Que s'est-il passé dans cette nuit du dimanche 3 au 4 avril au 55 boulevard Schumann? Et si Xavier est bien l'assassin, pour quelle raison a-t-il éliminé toute sa famille? À Nantes, la découverte des corps d'Agnès et de ses enfants connaît un retentissement médiatique considérable. En moins de 24 heures, Xavier Dupont de Ligonnès devient ainsi l'homme le plus recherché de France, alors que partout dans la ville, des marches blanches sont organisées pour rendre hommage aux victimes. Ce qui frappe le plus dans cette affaire et ce qui fait que la presse, tout d'abord locale et ensuite nationale, va s'emparer de l'affaire Ligonnès, c'est comment cet homme a pu, de sang-froid, tirer sur sa famille, tout organiser et disparaître au nez et à la barbe des enquêteurs. Pour l'entourage de la famille, l'incompréhension est totale, et notamment pour la mère de Xavier, qui ne croit pas à la culpabilité de son fils. Il n'est absolument pas coupable, ça je suis formelle là-dessus. Je n'ai jamais pensé une seconde qu'il puisse être responsable d'un geste pareil. C'est mon avis de maman, mais je pense qu'il se soucie toujours des autres et jamais de lui. Il passe toujours en dernier, il est très altruiste, il n'aurait jamais fait de mal à ses enfants. Tous ceux qui connaissent Xavier Dupont de Ligonnès voient que c'est un père très attentif avec ses enfants. Donc c'est inimaginable, ça ne colle pas. Malheureusement, dans tous les cas de tuerie à caractère familial, il y a très peu ou quasiment pas de signes avant-coureurs. Les actes étant extrêmement organisés, prémédités, réfléchis, il était impossible de prévoir un tel acte. Les enquêteurs de la police judiciaire de Nantes en ont quasiment la certitude. Xavier Dupont de Ligonnès a assassiné toute sa famille selon un mode opératoire bien défini.
Ils envisagent que Xavier, au retour du cinéma et du restaurant ce dimanche soir, a donc drogué ses enfants. Et puis ensuite, une fois qu'ils étaient endormis dans leur lit, leur a tiré dessus. Et on peut imaginer que le dernier fils, qui lui se trouvait à Angers, a connu la même chose. Les officiers de police vont faire des découvertes troublantes qui confirment ce scénario. Tout d'abord, ils apprennent que le père de famille prend des cours de tir depuis quelques mois dans un club de tir de Nantes. Il y amène parfois d'ailleurs son fils Arthur. Il y est très assidu. Bref, on comprend qu'il veut vraiment apprendre à se servir des armes, et notamment de cette carabine dont il a hérité de son père. Le responsable du stand de tir nantais confiera même aux enquêteurs que Xavier Dupont de Ligonnès est venu s'entraîner pour la dernière fois 48 heures avant le drame. Mais alors, comment expliquer que personne dans le voisinage n'ait entendu les coups de feu? Le 12 mars 2011, il va acheter un silencieux dans une armurerie du centre-ville de Nantes. Un silencieux pour sa carabine 22 long rifle. Pour cet expert en balistique, silencieux ou pas, cela ne change pas grand-chose. L'utilisation d'un silencieux sur une carabine 22 long rifle permet d'amortir partiellement le bruit de la détonation, mais même un tir effectué sans silencieux n'est pas obligatoirement perçu comme un coup de feu par quelqu'un qui se trouve à une cinquantaine de mètres du tireur. Mais ce qui conforte par-dessus tout les certitudes des enquêteurs, ce sont les autres achats effectués par le père de famille 2 jours avant le drame. Il va acheter du ciment, des sacs à gravats, une bêche, une houe lorraine, c'est une sorte de pioche. Le lendemain 2 avril, il va acheter 40 kilos de chaux vive dans une autre grande surface de jardinage. Comme le dit le procureur de Nantes, tout mène à Xavier Dupont de Ligonnès. Malgré ces preuves indiscutables, un témoignage va mettre à mal le déroulement des faits imaginés par les enquêteurs. Il y a ce qu'on peut appeler une zone d'ombre dans ce dossier, c'est qu'un certain nombre de personnes vont affirmer avoir discuté, rencontré, téléphoné à Agnès Dupont de Ligonnès au-delà du 4 avril. On pourrait imaginer que Agnès ait été la complice de son mari et participé au meurtre de ses enfants. Ce qui explique que quelques jours ou quelques heures après ce fameux dimanche soir, elle était encore en vie et que son mari ou quelqu'un d'autre l'aurait supprimée bien après. Ni les enquêteurs, ni le procureur n'accorderont d'importance à ces témoignages. Pour eux, l'unique culpabilité de Xavier Dupont de Ligonnès et la préméditation des meurtres ne font aucun doute. Alors, pour quelles raisons Agnès, Arthur, Thomas, Benoît et Anne ont-ils été assassinés? La famille Dupont de Ligonnès est-elle vraiment cette famille parfaite que tout le monde décrit? Et où se cache le fugitif le plus recherché de France? À la PJ de Nantes, l'enquête se poursuit pour retrouver au plus vite Xavier Dupont de Ligonnès. Les policiers commencent par entendre le voisinage de la famille. Le 7 avril, un témoin raconte avoir observé des allées et venues de Xavier de Ligonnès entre son domicile et sa voiture qui était garée juste devant. Ce qui m'intriguait, c'était le balai là, il n'arrêtait pas de traverser et de remplir le coffre de sacs, de gros cabas. Voilà. Donc il était en bermuda, polo, chaussures bateau. Et effectivement, c'est ça. Ce que j'ai dit à mon compagnon. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait le voisin? Xavier Dupont de Ligonnès
est vu pour la dernière fois à Nantes le samedi 9 avril 2011. Dans les quelques jours qui suivent, il sera vu à Angers, notamment au foyer où est hébergé Thomas. Il y a un copain de chambre, là, un voisin de chambre, qui aperçoit quelqu'un qui l'identifiera comme étant Xavier Dupont de Ligonnès, débarrasser la chambre de Thomas. Il prend des caisses transparentes avec les affaires de son fils, il les balance un peu par la fenêtre, il les récupère et les charge dans sa voiture. Une fois la chambre de son fils aîné vidée, les enquêteurs découvrent que Xavier Dupont de Ligonnès va parcourir la France pendant 5 jours. Il fait la cavale la plus extraordinaire de l'histoire criminelle. C'est un film. Grâce à ses relevés bancaires, il est établi que le père de famille a séjourné dans de nombreux hôtels, notamment à La Rochelle, à Toulouse et dans le sud de la France. Chaque fois, il va s'arrêter dans des restaurants, prendre son temps pour dîner. Ce n'est pas quelqu'un qui se cache, ce n'est pas quelqu'un qui est en cavale, ce n'est pas quelqu'un qui est stressé, qui semble recherché par toutes les polices de France et de Navarre. La dernière fois qu'il est aperçu, Xavier Dupont de Ligonnès est dans le Var. Il séjourne à l'hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argence. Nous sommes le vendredi 15 avril 2011. La dernière image qu'on a de lui, et c'est ce qui permet de dire qu'il a disparu ce jour-là, c'est une caméra de vidéosurveillance qui, sur le parking de cet hôtel, va filmer Xavier Dupont de Ligonnès en train de quitter le champ de la caméra, en train de quitter le parking à pied. La disparition du fugitif suscite l'intérêt national. Et sur le web, de nombreux internautes s'improvisent cyber-enquêteurs. Grâce à leurs recherches, les policiers découvrent alors une toute autre facette du couple Agnès et Xavier. Agnès, c'est une femme qui a l'apparence d'une femme heureuse, d'une mère de famille comblée, était à l'évidence assez tourmentée. Elle raconte dans des blogs ou dans des forums son quotidien avec son mari notamment. Je vais mal. Je suis en manque de tout. De tendresse, d'amour, d'amis communs, de sexe, de tout. Ce soir, il rentre tard et moi je n'aurai qu'une envie encore et encore, pleurer. On découvre une femme malheureuse qui, dit-elle, est mariée à un homme qui ne lui apporte pas tout le bonheur qu'elle voudrait, un homme qui dilapide l'argent du couple, qui dilapide l'argent qu'elle a reçu aussi en héritage. Les investigations révéleront que depuis 7 ans, le couple était en crise. Alors que Xavier vit une relation extra-conjugale, de son côté, son épouse séduit des hommes sur Internet. Mais ce n'est pas tout. En 2011, Xavier Dupont de Ligonnès est dans une situation financière catastrophique. Contrairement à la vie qu'il mène et à ce qu'il montre, des enfants dans une école privée, plein d'activités, plein d'amis, une belle maison, soi-disant un métier qui marche. Les revenus du ménage sont d'environ 4 000 € par mois, ce qui n'est pas rien, loin de là, mais c'est un couple qui a des dépenses absolument énormes. Et faire face à ces dépenses familiales, ça devient de plus en plus difficile. Et Xavier Ligonnès, qui tient absolument à sauver la face, va en parler à sa femme. Elle n'ignorera pas ces difficultés, mais elle aura du mal en tout cas à lui en révéler l'ampleur, tant et si bien qu'il va être obligé d'emprunter de l'argent. Xavier Dupont de Ligonnès empruntera 50 000 € à sa maîtresse. Une somme conséquente qu'il ne remboursera jamais. Pour les enquêteurs, la situation financière dramatique de Xavier Dupont de Ligonnès est le mobile des crimes, dans la mesure où, pour eux, il perdait la face, sa famille allait finir ruinée, il avait un nom, bientôt il pouvait être expulsés de leur maison, c'était la honte. En plus de la piste du mobile financier, les enquêteurs s'intéressent également aux croyances religieuses du père de famille, car sa mère est connue
pour avoir dirigé un groupe de prière sectaire appelé l'Église de Philadelphie. On le sait, Xavier a été élevé par une mère très proche d'idées sectaires. On peut imaginer qu'il ait pu à un moment quand même épouser ces idées. Et d'ailleurs, on retrouve des écrits qu'il a fait sur le net, de nouveau, sur des forums, là sur un site catholique, où il explique que le sacrifice de personnes proches, le sacrifice d'un enfant, le sacrifice d'un ami, voilà, pourrait servir sa foi en Dieu. Et on pourrait penser qu'il a été jusqu'au bout de ses idées. Il faut bien sûr se méfier des généralités, mais lorsqu'on examine le profil de la plupart des tueurs de masse à caractère familial, on se rend compte que la relation à la mère est quelque chose de primordial et que très souvent ces enfants, qui par la suite vont devenir des tueurs de masse, idolâtrent ou sont sous la coupe de leur mère, qui a une personnalité très forte. Mais la piste sectaire sera rapidement écartée par les enquêteurs. Selon eux, les problèmes financiers du couple serait le seul mobile de ces crimes atroces. Une chose est sûre, Xavier Dupont de Ligonnès a littéralement disparu. Mais où est donc passé le père de famille depuis son séjour dans le Var? Et d'ailleurs, Xavier est-il toujours en vie? À la paroisse Saint-Félix de Nantes, une vive émotion se fait sentir lors des obsèques de la famille Dupont de Ligonnès. Le jeudi 28 avril 2011, au même moment, à Roquebrune-sur-Argence, les enquêteurs de la PJ nantaise investissent l'hôtel Formule 1, dernier endroit où a été filmé le principal suspect du quintuple assassinat. Ce qu'on voit sur cette image, c'est qu'il part à pied, avec à la main ce qui ressemble à une housse de costume. Et la forme de cette housse de costume laisse penser qu'il a pu y cacher l'arme du crime, c'est-à-dire le fusil 22 long rifle. À l'évidence, l'image telle qu'elle est montrée, telle qu'elle est filmée, elle donne un message aux enquêteurs. En tout cas, c'est comme ça qu'ils l'apprennent. Le message, c'est « Regardez-moi, je pars me suicider à pied sur le rocher de Roquebrune-sur-Argence ». Quand vous tuez comme ça 5 membres de votre propre famille, vos enfants que vous avez élevés, si vous avez vraiment des remords considérables, généralement, vous vous suicidez dans les 24 ou 48 heures qui suivent ce fait criminel. C'est-à-dire que vous craquez, que les remords vous submergent, et ça, on sait que ce n'est pas du tout le cas. Je pense que Xavier Dupont de Ligonnès est encore vivant à l'heure actuelle, qu'il a changé d'identité et qu'il est probablement dans un autre pays que la France. D'importantes recherches seront menées pour retrouver le corps de Xavier Dupont de Ligonnès. Et malgré tous ces moyens déployés, les enquêteurs ne retrouveront aucune trace du fugitif. Un événement va relancer l'hypothèse du suicide de Xavier Dupont de Ligonnès. 4 ans après, on est le 30 avril 2014, des ossements vont être retrouvés dans une grotte dans la région. Des ossements qui pourraient donc, s'il s'est suicidé, appartenir à Xavier Dupont de Ligonnès. Ce qui va intriguer d'autant plus les enquêteurs, c'est qu'on retrouve à côté de ces ossements quelques articles de journaux parlant de cette affaire. Les analyses ADN mettront un terme à cette piste. Il ne s'agit pas du corps de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors, est-il toujours en vie? Tant qu'on n'aura pas retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, s'il est encore vivant, tant que lui-même n'aura pas raconté sa version, toutes les versions sont possibles. Ce qui est très frappant dans l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, c'est que
C'est vraiment un copier-coller d'une des affaires les plus célèbres au monde, qui s'est déroulée en novembre 1971 à Westchester, dans le New Jersey, qui est l'affaire de John Emil List, qui abat là aussi 5 personnes de sa propre famille avec une arme à feu. John List fut appréhendé 18 ans plus tard. L'homme avait alors refait sa vie dans un autre État. Une hypothèse également envisagée dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès. Car les enquêteurs ont découvert que peu de temps avant le drame, il avait recontacté son amour d'enfance, Claudia. Il se trouve que cette femme méritait d'être entendue puisqu'elle le connaissait, ou on pouvait penser qu'elle l'avait revu quelque temps auparavant et que peut-être elle pouvait nous expliquer qui était l'homme. Mais elle n'a rien dit de fondamental. Malgré 800 signalements depuis 5 ans, les enquêteurs ignorent toujours la vérité. Le dernier rebondissement date de juillet 2015. Une journaliste de l'agence France Presse va recevoir à sa rédaction à Nantes une lettre signée par Xavier de Ligonnès qui dit la phrase suivante « Je suis toujours vivant de là jusqu'à 7 heures ». C'est quelque chose qui peut apparaître comme un rebondissement absolument dingue. En vérité, rapidement, les enquêteurs écartent la possibilité qu'il ait pu être envoyé véritablement par Xavier de Ligonnès. L'écriture ne correspond pas. Ils pensent depuis que c'est un courrier qui a pu être envoyé alors soit par un plaisantin, soit peut-être par un proche de Xavier qui a eu à cœur de cette façon de relancer des investigations ou l'intérêt pour cette enquête. Aujourd'hui, le mystère reste entier pour les enquêteurs et pour l'avocat, Stéphane Goldenstein. Je suis exactement aujourd'hui, en 2016, dans la même situation que je suis en 2011, c'est-à-dire que je n'ai aucune certitude, je n'ai pas du tout avancé dans la résolution de ce mystère. Aujourd'hui, l'enquête est au point mort. Aujourd'hui, l'enquête 5 ans après, elle en est comme il y a 5 ans, c'est-à-dire suicide ou cavale. L'interrogation reste totale. Si les proches d'Agnès et de ses 4 enfants sont persuadés que Xavier a assassiné toute sa famille, pour la sœur et la mère du fugitif, la famille Dupont de Ligonnès vivrait aux États-Unis, sous une nouvelle identité, tenue secrète. Quant à mes clientes, elles ont leurs convictions et elles ont décidé maintenant de passer à autre chose, c'est-à-dire d'arrêter de se focaliser sur cette affaire pour éviter de vivre dans la douleur.